Salut tout le monde. S'il y a bien un endroit qui reste fédérateur chez les Simpsons, c'est leur canapé. Encore aujourd'hui, il n'est pas rare de voir la famille rassembler les fesses posées sur les coussins devant leur télévision, allumée ou non, au détour d'une scène importante ou non. Dans le domaine de l'iconique, leur canapé, c'est un peu l'équivalent de la chambre rouge de Twin Peaks. Non, j'en ai pas marre de raconter n'importe quoi. Bref, vous vous en doutez, mais une bonne raison pour laquelle ce lieu est si iconique, c'est bien évidemment le gag du canapé introductif de près de 90% des épisodes. Car oui, le canapé est fédérateur, mais il peut être aussi le lieu de petits aléas du quotidien. On peut se cogner en se ruant dessus, on peut le faire s'écrouler sous notre poids, il peut être déjà occupé, il peut se changer en monstre prêt à vous dévorer, devenir une fusée, on s'y fait décapiter, il peut être en train d'accoucher... Attends quoi? L'idée du gag du canapé est probablement partie de quelque chose d'un peu innocent, comme un gag additionnel, jusqu'à ce qu'ils se disent qu'il pouvait paraître de plus en plus à part entière, et qu'ils se lâchent avec. Et donc nous en sommes arrivés à quelques-uns particulièrement créatifs, particulièrement longs, et surtout particulièrement chelous. Et avec cette vidéo, je vous propose d'en revisiter quelques-uns qui se distinguent bien plus que l'épisode auquel ils sont rattachés en général, tant ils sont barrés. Alors, le but n'est pas de vous refaire un gros historique des gags du canapé. Si c'est ce qui vous intéresse, je vous redirige vers la vidéo de mon estimé collègue The Reg, dont je mettrai le lien en description. Voyez cette vidéo comme un petit bonus de celle de The Reg. Du coup, vous avez déjà une petite remise en contexte, comme je le disais donc, un gag qui devenait de plus en plus barré pour vraiment convaincre quant à son potentiel de gag désormais indissociable de la série, au lieu de toujours se reposer sur le même gag slapstick un peu basique. Ironiquement, celui qui me fait le plus marrer dans la saison 1, c'est celui où il ne se passe rien. Mais c'est sûrement un gag venu trop tôt. Ils auraient dû le faire à un stade de la série où on est vraiment confortable avec la notion de gag du canapé, et où on s'attend à ce que tout et n'importe quoi arrive pendant cette petite séquence, et qu'au final, on nous troll. Eh non, il s'est rien passé. Bon, admettons, il y a eu une petite variante de cette idée dans la saison 16. Quoi? On peut pas s'asseoir sans qu'il se passe quelque chose de drôle? Mais bref, l'idée c'est surtout de voir, est-ce qu'il y a un moment où ça a vraiment dégénéré? Les auteurs ont vite réalisé qu'ils pouvaient se permettre les plus grosses fantaisies avec le gag du canapé, pour une raison quelconque. C'est toujours le générique, alors pourquoi pas rester dans cette optique? Ce qu'il se passe dans le générique reste indépendant de l'épisode lui-même. Et donc, avant qu'il ne devienne vraiment dingue d'une façon assez radicale, c'était la succession de gags décalés de l'esprit de la série, mais des gags cartoonesques très rapides, un peu trop pour laisser une forte impression aux spectateurs de par leur côté fantaisiste. On a les Simpsons clonés, les Simpsons qui se coupent en deux, les Simpsons qui quittent la pellicule, les Simpsons en trophée de chasse, etc. etc. Quelques moments de l'ère numérique sont probablement charniers. Le fameux gag passant de l'échelle du salon à l'échelle de l'univers entier, de près de 45 secondes, en est sans doute un. Déjà par sa longueur, mais aussi par le fait qu'elle complémente le concept un peu tordu pour impacter de manière plus forte. En somme, on peut transcender le concept au-delà de gags sitôt vus, sitôt je passe à autre chose. Et pour le point charnier côté on n'a plus besoin de s'embarrasser avec le contexte du salon en fait, j'approuve ce qui est dit dans la vidéo de The Reg, le gag de tout sauf du canapé en référence à l'intro de Bonanza. Est-ce un aveu de faiblesse ou là encore un moyen de dire qu'on peut s'affranchir de l'idée de base du gag et faire plus ou moins ce qu'on veut entre le moment où Homer sort du garage et l'apparition des crédits? Rien n'est moins sûr. Le fait est que oui, ça sonne comme un moyen de larguer plus encore les contraintes du gag pour vraiment se lâcher. Le fameux gag d'Homer naviguant au travers de la chaîne de l'évolution est un autre palier de franchi, pour la durée et parce que le canapé est juste la punchline. Jusqu'à ce qu'on y arrive enfin, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et enfin, il y a aussi les quelques fois où le générique entier est modifié, avant d'arriver au gag du canapé comme sa punchline. Dans la saison 17, on a une version live-action du générique, qui n'a malheureusement pas été diffusée en France. C'est pourquoi la révélation de son existence officielle m'a fait l'effet d'un petit choc des années plus tard. Du live-action peut paraître bizarre, surtout pour un générique parsemé de petits gags un peu cartoonesques en soi. Mais l'adaptation est, ma foi, plutôt bien faite. Ils n'ont pas cherché à reproduire exactement ce qui aurait été compliqué, comme la coiffure de Marge. Mais à côté, la version live-action est plutôt accurate dans les petits détails, comme les personnages croisés par Bart durant sa virée en skate, et Monsieur Burns et Smithers dans le fond à la centrale. La contrepartie, c'est que quand on arrive au canapé lui-même, c'est vite expédié, sans gag bonus. Le gag, c'est vraiment de voir la famille en live action, et ça concerne le générique entier, pas juste la punchline. Toujours est-il que ce générique, et par extension ce gag, est le pionnier dans la logique de quitter le style d'animation habituel de la série, ne serait-ce que pour un gag. Et on va garder ça en mémoire pour la suite. Le premier épisode de la saison 19, de son côté, privé de jet privé, reflète les événements du film Les Simpsons, qui pour rappel est sorti l'été 2007, soit entre le dernier épisode de la saison 18 et le premier de la saison 19 donc. On a donc tout un générique semblant inscrire le film dans le canon de la série, même si la nature canon du générique est discutable comme on l'a vu. Et ce, cette fois, dans le style d'animation habituel. C'est d'ailleurs pour l'anecdote la seule fois avant l'ère HD où le générique, sans le gag du canapé, apparaît avec une animation numérique, contrairement à celui conservé depuis la saison 2 avec l'animation d'alors.
conservé pendant près de 20 ans, donc c'est pas rien. Bref, tout ça est un préambule pour des ouvertures vraiment barrées, car fort de toutes ces petites innovations, qui gagnent de plus en plus du terrain bien que toujours pour des petits gags courts en général, c'est avec les saisons HD que les choses vont partir en vrille. Comme pour inaugurer le style, les 3 premiers épisodes HD s'autorisent des gags du canapé vraiment longs pour les standards de la série, approchant celle du gag de l'évolution. Mais même pour les gags courts, le style de mise en scène change un peu, renonçant de plus en plus au plan unique, fixe ou non, et au layout traditionnel. Durant la saison 21, on a une refonte unique du générique sur l'air de la chanson TikTok de Kesha, parce que c'était la mode à l'époque. Tellement que je l'avais sur mon portable. Oui, moi aussi je déteste mon moi d'il y a 13 ans. Le générique est embarrassant, mais justement presque charmant tant il est embarrassant. Il a au moins le mérite d'essayer d'embrasser pleinement le fait de suivre une chanson dans sa direction. À chacun de voir si c'est une tentative désespérée de rester à la mode ou pas, ce qui n'est pas tant impossible que ça quand on voit ce qu'il commençait à faire avec les horror shows. Cependant, l'origine de ce générique est assez marrante. Entre avril et mai 2010, la chaîne Fox a planifié une semaine spéciale pop-rock pour ses programmes, qui reflètent la thématique d'une manière ou d'une autre. Fringe, les Griffins, Bones, et donc les Simpsons entre autres. Et pour les Simpsons, ça se reflète par le biais de ce générique, et pas l'épisode lui-même. Peut-être que le côté imposé d'un tel thème a joué donc, parce que ça m'étonnerait que tous les créateurs des diverses séries de la Fox se soient coordonnés pour correspondre à une thématique particulière pour leur épisode de la semaine. Mais quoi qu'on pense de ce générique, il confirme le statut de prestige qui entoure le gag du canapé quelque part. Il était déjà prétexte à toutes les folies, alors pourquoi pas en faire carrément une vitrine. Et la boîte de Pandore s'est ouverte avec la saison 22 et le gag du canapé de l'épisode Bart Ball. Maintenant, le gag du canapé peut être confié à un artiste invité, en l'occurrence Banksy. Et c'est une sacrée entrée en matière que l'artiste de rue fait là pour ce tout nouveau concept. Le canapé n'est cette fois-ci qu'une vitrine, même pas ne serait-ce que prétexte à une séquence à part. Car ici, c'est une ouverture dépeignant une vision caricaturale mais dépressive des conditions de travail des animateurs sud-coréens et des personnes travaillant à la chaîne sur les produits dérivés. Un bon brûlot anticapitaliste où les animateurs font leur job dans des locaux délabrés sous la surveillance de garde, où ils côtoient des produits toxiques qu'ils utilisent pour mener à bien le travail sur les celluloïdes, il y a des squelettes, des rats, ils jettent des chats dans une broyeuse pour fourrer les peluches, ils utilisent une licorne pour trouver les DVD, le tout sous une musique schindleresque. C'est un Banksy, je crois. L'origine vient d'Algin regardant le documentaire Faites le mur, que je conseille au passage, et se demandant ce que ça ferait si ce graffitiste venait pour faire une ouverture spéciale pour la série. Grâce à la productrice et directrice de casting Bonita Pietila, ils furent capables d'atteindre l'artiste au travers des producteurs du documentaire, pour lui demander si l'opportunité l'intéressait. Il a donc envoyé des storyboards pour le générique. Oui, il n'allait pas se pointer en personne pour jouer les réalisateurs quand il s'arrange autant que possible pour rester incognito. En tout cas, malgré la supervision de la Fox, Gene, Groening et les autres se sont arrangés pour être autant fidèles au storyboard de Banksy que possible. Et d'après Gene, 95% de ce que l'on voit est exactement comme le graffitiste l'avait croqué. Bien entendu, Gene assure que ce que l'on voit dans le générique est une vision exagérée, et que ce que l'on voit n'est pas réel évidemment. D'ailleurs, il paraît que les animateurs sud-coréens eux-mêmes ne sont pas vraiment fans de cette séquence, qui donne une mauvaise idée de leurs conditions de travail, alors qu'ils ne s'en tireraient pas trop mal en fin de compte. Je m'y connais pas assez en la matière pour débattre autour de l'authenticité derrière ces propos. Cependant, en ce qui concerne ceux qui fabriquent les produits dérivés, il paraît que ce n'est pas si éloigné de ce que Banksy affiche malheureusement, et sans surprise. La séquence est pour moi comme beaucoup d'autres séquences d'ouverture de ce calibre, trop hors de propos pour un canapé et assez over the top pour faire passer le message. Mais je peux en apprécier plusieurs choses artistiquement, comme l'usage des couleurs, grisâtres pour tout ce qui concerne les locaux et les personnes employées pour l'animation et les produits dérivés, alors que ceux-ci ont des couleurs bien plus vives et pétaradantes, accentuant le contraste. Ce n'est pas la dernière fois que le générique sera utilisé à des fins satiriques par rapport à la série elle-même en tant que franchise, mais on y reviendra éventuellement. Les gags du canapé long se succèdent et ils ressemblent de plus en plus à des petits courts-métrages, certes assez insignifiants, mais en soi pas plus que les vrais courts-métrages qu'on se tape sur Disney+. Des choses bizarres ne se contentent plus d'arriver pendant que la famille est sur le canapé. Des fois c'est toute une mini-aventure pour l'atteindre. Et le ratio de gags du canapé par des artistes invités ne va cesser d'augmenter. Saison 23, nous avons possiblement le plus improbable, et du reste un dont nous aurions pu très bien nous passer, le gag du canapé de L'importance et les Roosevelt par John Kricfalusi. L'homme qui déteste à peu près 80% de l'animation qui n'est pas de Bob Clampett, entre autres raisons de le fuir, et il me semble qu'il dédaignait les Simpsons également. Donc la raison de sa venue pour un gag du canapé me paraît d'autant plus incompréhensible, même si Matt Groening est apparemment fan de Ren et Stimpy. Le fond est bien plus simple que d'autres gags du canapé long venus avant celui-là, mais la forme est clairement radicale, portant la patte de Kricfalusi. Enfin, sa patte post-année 2000.
Traduisez toute nulle. Pour un type se vantant de son perfectionnisme et rabaissant bien des productions animées qui ne sont pas de son goût pour leur direction de l'animation, c'est incroyable comme cette séquence est visuellement effarante. C'est comme regarder une parodie d'une parodie du style à la Bob Clampett et Rod Scribner, venant d'un type se vantant également d'avoir été le protégé de Clampett. Si on prend des images fixes ici et là, ça passe encore, mais en mouvement c'est à donner la nausée, croyant naïvement que c'est mieux quand ça bouge dans tous les sens, avec des bruitages partout. Autant regarder de la gelée avec des yeux postiches sur une assiette, ça bouge partout au gré de ses envies sans direction claire. Et puis franchement, cette animation de marche qui va dans la cuisine. Je m'excuse définitivement pour tout ce que j'ai dit sur les cartoons de Patrick Ventura. Finalement, c'est peut-être pas anodin que ça paraisse autant comme un style visuel trop caricatural, parce que le gag du canapé en lui-même est également une vision très caricaturale de ses personnages. Homer est basiquement un père et un mari abusif ici, Marge se contente de jouer la boniche, Bart... bon, lui, techniquement pas plus farceur que d'habitude, mais bon, il fait les frais sévèrement ici. Bon, par contre, j'avoue qu'au milieu de cette boîte à poètes géante, le fait que Lisa soit juste là, à faire acte de présence, me fait un peu rire. C'est à peine si elle bouge ses yeux, comme si elle en avait fini avec les conneries de sa famille. Je sais, j'ai entendu. Voilà de la musique. Ça n'a pourtant pas empêché le bonhomme de récidiver, avec l'ouverture du 26e Simpson Horror Show. Oh oui, le fameux. Et curieusement, je trouve cette intro bien plus supportable que son précédent gag du canapé. Beaucoup de ses défauts subsistent, mais à moindre dose. C'est moins péniblement hystérique, et il y a une ambiance halloweenesque comme un L'étrange Noël de Monsieur Jack un peu cracra, accompagné d'une chanson plutôt catchy. Ça donne aussi l'occasion à Chris Falusi et son équipe de pousser plus loin la caricature du monde des Simpsons, plutôt que de se contenter du salon cette fois. Et c'est toujours un peu trop, mais c'est plutôt unique on va dire. C'est pas terrible, mais pas terrible, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à son horror show respectif. Alors on prend quand même. La saison 23 marque également la première collaboration avec l'artiste Bill Plympton. Première d'une longue lignée, et j'avoue qu'à ce stade, je crois qu'ils ont une obsession avec lui. Plympton a réalisé à ce jour 8 gags du canapé, et a designé les menus de l'intégrale DVD de la saison 19. J'adore le travail de Bill Plympton, hein, mais il est un peu devenu leur ticket gagnant pour une ouverture. D'autant que ça devient juste prétexte à le laisser faire ce qu'il veut, sans forcément appliquer le canapé lui-même. N'empêche qu'il a frappé fort avec le gag du canapé de l'épisode Un enfant ça trompe énormément. Une histoire bien mélancolique d'1 minute et 20 secondes, avec une romance entre Homer et son canapé, contre les moqueries générales, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de Marge et laisse le canapé derrière. Canapé qui se prostitue pour pouvoir continuer à vivre et gérer son enfant qu'il a apparemment eu avec Homer. What the fuck, et qui tente de se suicider, devant son propre enfant, jusqu'à ce qu'il soit secouru et récupéré par Homer. Ouais, c'est particulier. Mais mine de rien, ça fait son effet. Et j'aime le côté réinterprétation du lien entre les Simpsons et leur coin fédérateur qu'est le canapé cette fois. Et comme je le disais, Bill Plympton a pu en faire plusieurs autres, au détriment de toujours faire sens en tant que gag du canapé. Ce sont à chaque fois d'excellentes expérimentations visuelles, mais pas des gags du canapé intéressants. Et on perd le côté effet de surprise, comme il en fait un pratiquement tous les 2 ans. Pour l'épisode sans titre de la saison 28, oh oui, sans titre, c'est son vrai titre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pour cet épisode donc, Plympton fait carrément un remake d'un de ses vieux courts-métrages, Your Face, avec Homer prenant la place du type du court original. Et c'est concrètement la seule différence majeure, parce que sinon, la chanson est la même, et les animations de la tronche d'Homer sont essentiellement les mêmes. Ça fait toujours plaisir d'entendre Dan Castellaneta et Philippe Pétieux chanter, mais difficile de ne pas sentir le côté prétexte de cette séquence. Le salon des Simpsons devient aussi l'occasion de faire des petits crossovers, et pour être franc, ça ne date pas d'hier, mais comme souvent, ça a un peu tendance à tirer sur la corde maintenant. Comme le gag du canapé, j'ai fait des guillemets dans les airs que vous ne pouvez pas voir, parodiant Breaking Bad, dont je n'ai franchement pas grand chose à dire, parce que le gros de la blague, qui dure tout de même 1 minute, c'est que la méthamphétamine est remplacée par des cupcakes. Y a même pas de punchline, à part un caméo complètement gratuit de Walter et Jesse en live action à la fin. Et je ne suis même pas sûr que c'en est un en plus. Je crois que c'est simplement tiré d'un épisode de la série, duquel ils ont remplacé ce que les 2 personnages regardent à la télé. Si quelqu'un connaît les épisodes par cœur et peut confirmer ça en commentaire, il est le bienvenu. Mais en termes de bons crossovers forcés, le gag du canapé Rick et Morty. Comme souvent avec ce genre d'ouverture, ce n'est pas l'équipe des Simpsons qui l'anime, mais bien celle de Rick et Morty. Ça se sent un peu, mais ils arrivent à mélanger les 2 univers sans que ce ne soit trop distrayant. Et en même temps, la moitié du truc se passe dans un autre lieu, donc bon, ça aide. Il y a même un petit aperçu du storyboard de ce gag du canapé dans l'artbook de Rick et Morty. En tout cas, c'est clairement plus dans l'esprit de la série d'Adult Swim, incluant les dialogues entre Justin Roiland et Justin Roiland, dirigés comme d'habitude. Hélas, si le gag démarre correctement, il tourne rapidement en prise d'otage de 2 minutes d'un spectateur étant venu regarder les Simpsons et maintenant contraint d'assister à du Rick et Morty.
La punchline est pas trop mal, mais 2 minutes sur 21 pour en arriver là, c'est très long. En même temps, ça sent que l'épisode concerné avait pas la meilleure inspiration du monde. C'est loin d'être le seul moment bouche-trou pour combler le désintérêt éprouvé envers sa propre intrigue. Et pourtant, le crossover avec Rick et Morty n'est même pas le gag du canapé le plus bizarre de la saison 26. Cet honneur revient à celui du premier épisode de cette saison, réalisé, écrit et animé par Don Hertzfeldt. Sans doute le plus connu des gags du canapé chelou, c'est une histoire dépressive d'un futur lointain où la série et ses personnages sont devenus l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre etc. d'eux-mêmes. Des personnages difformes, réduits à balancer des punchlines et des phrases sans aucun sens de manière robotique, à être des outils de consommation bien dans ta face, le tout sous l'esthétique reconnaissable de l'artiste. Je ne sais pas pourquoi le gag du canapé s'embarrasse avec un début montrant Homer reculant puis avançant dans le temps, avant d'en venir à l'essentiel. Mais le reste est absolument déprimant. Non seulement, vous l'aurez compris, pour la vision satirique d'une série qui a dépassé la date limite de péremption depuis beaucoup trop longtemps. D'ailleurs, ce n'est que spéculation, mais je me demande si c'est un brûlot volontaire de Hertzfeldt quand l'équipe l'a approché pour un gag du canapé, et que quand elle se fait tendre ça, elle est en mode « j'ai rien compris, mais j'ai adoré ». Mais le côté hautement plus déprimant concerne cette sorte d'allégorie d'une famille brisée, car ses membres évoluent en ne se reconnaissant plus. Car Homer a des réminiscences de vieux moments avec sa famille, toujours dans un futur lointain par rapport au canon actuel. Et déjà alors que leur environnement et eux-mêmes deviennent méconnaissables, ils s'aimaient toujours et formaient toujours une famille heureuse. La dernière réminiscence d'Homer est entre lui et Marge, avec cette dernière qui dit qu'elle ne l'oubliera jamais. Et c'est jamais bon signe quand ce genre de choses est dit. Fin des réminiscences, et on constate pleinement le côté dépressif d'avoir ces personnages réduits à des êtres grotesques et incompréhensibles qui ont perdu leur libre arbitre et qui ne sont plus une famille unie. Marge et les enfants se sont visiblement pleinement oubliés les uns les autres. Et ça conduit Homer à lâcher son seul et unique dos qui paraisse sincère. Parce que rien ne fait plus gag du canapé qu'une histoire à propos de perdre tout ce qui vous est cher, même quand on dirait que vous ne l'avez pas perdu. Bref, cette intro est clairement fascinante, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être indépendant de l'épisode lui-même. Je vous mets au défi de vous souvenir de lui sans penser à cette séquence. Enfin, de vous souvenir de lui pour une autre raison que cette séquence. Bon, je râle, mais le problème encore une fois, c'est que c'est censé être un hors-d'œuvre pour un épisode, pas le plat de résistance précédant les miettes pourtant 10 fois plus longues. Et c'est ce que je n'aime pas avec beaucoup de ces ouvertures, même si j'en aime certaines pour ce qu'elles sont. La croyance populaire quand la série était à son plus bas, c'est que l'équipe privilégiait le gag du canapé, parce que là, ils pouvaient se permettre toutes les folies qu'ils auraient du mal à se permettre avec un épisode classique. Comme si la conception de la série était devenue trop routinière et moins inspirante, et que le gag du canapé était la dernière chose qui semblait de luxe, ou digne d'intérêt. Mais depuis la suprématie de Matt Selman en showrunner, cette croyance est mise à mal, la majorité de ces épisodes se passant purement et simplement de gags du canapé. Selman préfère prendre le plus possible avantage de la durée réglementaire d'un épisode. Sans dire que ça marche à chaque fois, c'est bon qu'il garde en tête qu'il faut laisser à une histoire du temps pour se développer et respirer, sans toutes ces interférences comme chez Al Jean. Ça paraît rien, mais à ce stade de la série, c'est pas mal du tout. Cela dit, je pense qu'il devrait garder le principe d'avoir des artistes invités pour une séquence de 2 minutes. Mais pour une petite série dérivée Disney+, au lieu de ces courts-métrages lèche-bottes et insipides qu'on se farcit. Quitte à avoir du contenu Simpson supplémentaire sur Disney+, ce serait l'idéal. Ils seraient débarrassés de toute contrainte et ils auraient 2 minutes rien qu'à eux pour réimaginer la famille avec leur propre vision. Sans rire, les Simpsons vus par, ce serait un concept qui claquerait. Enfin, un homme peut toujours rêver, je suppose. Allez, avant de conclure, je vous offre 2 génériques bizarres en bonus, et qui ne sont pas faits par des artistes invités. Le premier vient de l'épisode La Paternité dans la saison 28. Le générique démarre comme d'habitude, rien à signaler. Le panneau, le tableau noir, Bart qui rebondit avec son skate sur Barney, et ce dernier qui casse le skate de Bart. Bon, ok, passons. Homer qui finit sa journée à la centrale et qui meurt à cause de la barre d'uranium habituelle. Et puis Lisa qui quitte son cours de musique et se cogne à la porte. Et meurt, je suppose. On passe à l'adorable Maggie, qui conduit la voiture pour de vrai et qui se crache dans un lac. Et les Marges se noient, mais quoi? La morale, c'est que Bart peut enfin avoir la télécommande. Et pour finir, l'épisode le plus récent à ce jour, le 750e épisode, Homer's Adventures Through the Windshield Glass, qui a honteusement pompé un documentaire de Troy McClure. Les aventures d'Alice à travers le pare-brise. Un épisode déjà bien zarbi, mais peut-être pas autant que la manière que l'équipe a trouvée pour célébrer le palier des 750 épisodes. Car ils ont fourré 750 personnages de la série dans le générique. Des principaux, des secondaires, certains tirés des épisodes non canons, parfois même des personnages basés seulement sur des descriptions. C'est impressionnant, mais là où ça le rend un peu bizarre, c'est que vous avez tous ces personnages par centaines,
qui sont juste plantés là, immobiles, qui clignent tout juste des yeux, comme si les fantômes de l'histoire de la série sont revenus pour la hanter pendant son générique, ou qu'ils sont prisonniers d'une vitrine, condamnés à rester plantés là pour l'éternité. Bon sang, c'est plus flippant qu'autre chose. Mais bon, je pardonne ça, parce que maintenant, on a la confirmation que Bill Crypto fait partie du canon de la série. Buy crypto, suckers! Et ce sera tout pour aujourd'hui. La morale de cette vidéo, c'est qu'il faut profiter de son canapé tant qu'on le peut encore. Je vous laisse méditer là-dessus jusqu'à ce que l'on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!